Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, en fait, nous concerne absolument toutes et tous, mais dont on parle finalement assez peu. Oui, c'est ce monde un peu invisible, n'est-ce pas? Exactement. Ce monde complexe des interactions entre ce qu'on mange, ce qu'on prend comme complément, et puis les médicaments qu'on nous prescrit. On va voir que l'idée de juste prendre sa pilule avec un verre d'eau, c'est une vision un peu trop simple des choses. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour nous éclairer, on a une belle collection de documents, on a des recommandations officielles de l'ancienne AFSAPS, l'Agence du médicament, sur des traitements très sensibles, les antivitamines K, Les fameuses AVK? voilà. On a aussi des guides sur les compléments alimentaires, notamment un de l'Union belge des herboristes qui est très très bien fait. Hmm. Et puis des articles sur les carences que certains médicaments peuvent provoquer et la pièce de résistance, je dirais, une thèse de doctorat en pharmacie de Lyon qui décortique tout ça avec une précision incroyable. Le but du jour aujourd'hui, c'est assez simple en fait. C'est de comprendre les bases, de voir un peu où sont les pièges les plus courants, parfois les plus surprenants, et de repartir avec des réflexes plus sûrs, Bien sûr. évidemment. Et ça, il faut le dire tout de suite, rien ne remplace un avis médical. L'idée, c'est de devenir un interlocuteur ou une interlocutrice plus avertie, de pouvoir poser les bonnes questions, quoi. Parfait. Alors allons-y. Commençons par la base de la base. Comment un simple repas peut changer à ce point l'effet d'un médicament? C'est ça le premier mystère, j'ai l'impression. C'est la toute première étape, et elle est presque mécanique. La thèse de Lyon l'explique très bien. Quand on mange, on change tout l'environnement de l'estomac. D'accord. Le pH, donc l'acidité, n'est plus le même. Et surtout, la vitesse à laquelle l'estomac va se vider dans l'intestin, ce qu'on appelle la vidange gastrique, peut être soit ralentie, soit au contraire accélérée. Et comme la plupart des médicaments sont absorbés dans l'intestin, le timing change tout. Le timing est crucial, exactement. Prenez un exemple que tout le monde connaît, par B, l'aspirine. On nous dit toujours de la prendre en mangeant. Oui, pour l'estomac. Voilà, pour éviter les brûlures. C'est très bien pour la tolérance. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ça peut euh, diminuer un tout petit peu sa biodisponibilité. C'est-à-dire la quantité qui passe vraiment dans le sang. C'est un petit compromis à faire en fait entre le confort digestif et l'efficacité, disons, maximale. D'accord. Donc ça, c'est l'impact direct dans l'estomac. Mais j'imagine que c'est que le début du voyage. Ah oui, là on entre dans le plus fascinant. Une fois que le médicament a passé la barrière de l'intestin, il ne file pas directement dans tout le corps. Il passe d'abord par une sorte de douane, de station d'épuration, le foie. Le fameux passage par le foie. L'intestin et le foie, ils sont remplis d'enzymes qui vont métaboliser la substance, c'est-à-dire la transformer pour l'éliminer. Ces enzymes, ce sont les cytochromes P450, les CIP. Et dans nos sources, il y en a un qui revient sans arrêt. Le CIP3A4. Ah oui, celui-là, il faut le retenir. C'est la superstar. La thèse en pharmacie dit qu'il est responsable à lui tout seul du métabolisme de plus de 50% de tous les médicaments sur le marché. 50%. C'est énorme. C'est absolument énorme. Donc si je comprends bien, ce CIP3A4, c'est l'autoroute principale que la plupart des médicaments doivent emprunter pour être nettoyés du corps. C'est exactement ça. Et l'image de l'autoroute est parfaite, parce qu'avec elle, on comprend tout de suite les deux grands types d'interactions. D'accord. Certains aliments sont des inhibiteurs. Eux, ils créent un gigantesque embouteillage sur l'autoroute. Le trafic est bloqué, les médicaments ne sont plus éliminés, leur concentration dans le sang grimpe et on risque le surdosage. Et j'imagine qu'on peut avoir l'effet inverse. Oui, ce sont les inducteurs. Eux, au contraire, ils ajoutent des voies à l'autoroute. Le trafic devient hyper fluide, les médicaments sont éliminés beaucoup trop vite et ils n'ont pas le temps d'agir. Le traitement devient inefficace. Embouteillage ou fluidification. C'est ça la clé. C'est la clé de tout. Voilà. Alors mettons ça en pratique. On a un cas d'école avec les antivitamines K, les AVK, dans le document de l'AFSAPS. Ce sont des médicaments comme la warfarine ou la fluididione. Le coumadine, le Préviscan. Oui, ce sont des anticoagulants. C'est ça, pour fluidifier le sang, prévenir les caillots. Oui, après une phlébite, une embolie pulmonaire, ce genre de choses. Et le document insiste sur un point, ce sont des médicaments à marge thérapeutique étroite. Ce qui veut dire, si j'auto-traduis, que la dose qui soigne est dangereusement proche de la dose qui... Qui est toxique. C'est tout à fait ça. L'équilibre est très précaire, on le surveille tout le temps avec une prise de sang qui mesure un indicateur, l'INR. D'accord. L'AFSAP explique que le but, c'est d'avoir un INR autour de 2,5. Si on est en dessous,
Le sang redevient trop épais, le risque de caillot revient, et si on passe au-dessus de 3, Là, c'est le risque d'hémorragie. et il augmente de façon vertigineuse. C'est vraiment marcher sur une corde raide. Et c'est là, évidemment, que notre assiette entre en jeu. L'interaction la plus connue, c'est la vitamine K. Comment ça marche concrètement? Bah, c'est un encanonisme parfait. Pour coaguler, le corps a besoin de vitamine K. Le médicament, l'AVK, il fonctionne en bloquant l'action de cette vitamine. D'accord. Donc si d'un coup on mange une quantité énorme d'aliments riches en vitamine K, on donne tellement de carburant au corps qu'il contourne le blocage du médicament. L'INR chute et le traitement ne marche plus. Vitamine K, on pense tout de suite aux épinards, aux choux. Mais en lisant le document, la liste est bien plus surprenante. Il y a les brocolis, l'avocat, même les carottes. Absolument. Et c'est un point, mais fondamental. La recommandation des experts, ce n'est surtout pas de supprimer ces aliments. Ce serait une erreur. Ah non, bien sûr. Le vrai mot d'ordre, c'est la stabilité. Il faut maintenir des apports en vitamine K qui soient aussi réguliers que possible. C'est la variation brutale qui est dangereuse. Se mettre à manger de la salade de choux tous les jours alors qu'on n'en mangeait jamais, ça déstabilise l'INR. La régularité, c'est la clé de la sécurité. C'est exactement ça. Bon, la vitamine K, c'est l'interaction classique, mais j'imagine que les pièges ne s'arrêtent pas là. Oh que non. Le plus grand danger, c'est l'automédication. L'AFSAPS le martèle. Prendre de l'aspirine, des anti-inflammatoires, même en vente libre, ça peut faire exploser le risque d'hémorragie. C'est interdit. D'accord. Et la thèse de Lyon, elle, rajoute des interactions plus sournoises. La réglisse, par exemple. La réglisse. Oui. Dans les bonbons, les boissons, elle peut influencer l'INR. Ou encore une forte consommation de soja, qui peut rendre le traitement moins efficace. On voit bien que c'est un travail de tous les instants. C'est clair que l'équilibre est complexe, mais ça, c'est pour des médicaments sur ordonnance. Qu'en est-il de tout ce qu'on prend de notre propre chef en pensant bien faire? Je pense évidemment aux compléments alimentaires. C'est une excellente transition. Le guide des herboristes belges y part d'un constat très juste. Notre alimentation, notre stress, tout ça nous pousse vers la supplémentation. Oui, c'est une tendance de fond. Et le guide met en avant 4 incontournables. Vitamine D, magnésium, vitamine C, oméga 3. Mais il lance un avertissement capital. Naturel ne veut pas dire sans risque. On l'oublie beaucoup trop souvent, ça. Un complément, même à la dose recommandée, n'est jamais anodin. Jamais. Vous avez des exemples concrets de risques? Oui, le guide en donne de très bons. L'Echinacea, par exemple, que beaucoup prennent en hiver pour l'immunité. Oui. Eh bien, elle est fortement déconseillée aux personnes qui ont une maladie auto-immune. Ça pourrait aggraver leur état. Autre exemple, la vitamine C. Au-delà de 100 mg par jour, elle est déconseillée aux gens qui ont une insuffisance rénale. Pourquoi ça? Parce que le corps doit éliminer l'excès et ça peut surcharger des reins qui sont déjà fatigués. Et pour les magnésiums et les oméga 3? Alors, pour le magnésium, le guide avertit qu'il peut diminuer l'absorption de certains antibiotiques ou des médicaments pour l'ostéoporose. Il faut espacer les prises d'au moins 2 heures. D'accord, c'est important de le savoir. Et pour les oméga 3, à haute dose, ils fluidifient le sang, ce qui est souvent une bonne chose. Mais si on les combine avec des médicaments qui ont déjà cet effet, comme les AVK ou même l'aspirine, on augmente le risque de saignement. C'est fou. On en arrive à un cercle vicieux. Des médicaments créent des carences, ce qui nous pousse vers des compléments qui eux-mêmes peuvent interagir. C'est exactement ça. Les sources sont pleines d'exemples. Les statines, contre le cholestérol, sont très efficaces. Mais elles bloquent aussi la production de coenzyme Q10, un nutriment essentiel pour les muscles. Ah oui, Le méthotrexate, pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est un antivitamine B9. Donc la supplémentation est quasi systématique. D'ailleurs, la source précise une chose intéressante. Mieux vaut privilégier les folates naturels à l'acide folique de synthèse. et même un médicament aussi banal que le paracétamol. Même le paracétamol. En cas d'intoxication, il peut épuiser nos réserves de glutathion, la molécule qui protège notre foie. On a parlé des médicaments, des compléments, mais si on revenait à la base, à notre frigo, il y a des pièges cachés dans des aliments de tous les jours. Je crois qu'on doit commencer par la star des interactions, le jus de pamplemousse. Ah, lui, c'est la célébrité absolue. La thèse de Lyon lui consacre plusieurs pages, et à juste titre. Son mécanisme est redoutable. C'est-à-dire? Le pamplemousse contient des molécules, comme la bergamotine, qui sont des inhibiteurs surpuissants de notre fameuse autoroute, le CYP 3A4. Donc, si je reprends l'analogie, un verre de jus de pamplemousse, c'est un bouchon monstre sur l'autoroute. Un bouchon monstre.
La dose de médicaments qui arrive dans le sang peut être multipliée de façon spectaculaire. Et le plus fou, c'est que l'effet est très tenace. C'est-à-dire? Il peut durer jusqu'à 3 jours. Un seul verre le lundi peut encore perturber votre traitement le mercredi. 3 jours? C'est incroyable. Mais ce n'est pas tout. Il a un deuxième effet. Il bloque aussi des transporteurs qui aident d'autres médicaments à être absorbés, et là, l'effet est inverse. Il les rend moins efficaces. D'accord, donc il peut soit augmenter, soit diminuer l'effet. Exactement. Et il n'est pas le seul sur ce créneau. Les jus de pomme et d'orange peuvent avoir un effet un peu similaire, bien que moins fort sur ces transporteurs. C'est fascinant. Et nos boissons du quotidien, le café et le thé, elles sont innocentes? Pas tout à fait. Le café, lui, est métabolisé par un autre cytochrome, le CUIP1A2. Et la thèse cite le cas de la fluvoxamine, un antidépresseur, qui est un inhibiteur puissant de ce cytochrome-là. Et donc, si on associe les deux... La durée de vie de la caféine dans votre corps peut être multipliée par 5. Attendez, ça veut dire que les effets d'une seule tasse de café, la nervosité, l'insomnie, peuvent durer toute la journée au lieu de quelques heures. C'est peut-être l'explication quand on se sent bizarrement surcaféiné sans raison. C'est une conséquence très concrète, oui. Et pour le thé, en particulier le thé vert, c'est peut-être encore plus marquant. Ah oui! Le thé vert fait l'image même de la boisson santé. On s'attendrait à ce qu'il aide les médicaments, pas l'inverse. Et pourtant, la thèse de Lyon rapporte une étude sur le nadolol, un bêta-bloquant pour le cœur. Chez des volontaires qui buvaient régulièrement du thé vert, la concentration du médicament dans leur sang a chuté de 85%? Mais c'est une annulation quasi totale du traitement. Le médicament devient de l'eau sucrée, en gros. C'est une perte d'efficacité massive, oui. On pense que les catéchines du thé bloquent son absorption. Et ce n'est pas tout. Les tanins du thé peuvent aussi se lier au fer dans l'intestin et l'empêcher d'être absorbé, ce qui est une information capitale si on prend du fer contre l'anémie. Bon, le tableau est incroyablement dense. Si on essaie de synthétiser, quel serait le premier message à retenir de tout ça? Le premier, je crois, c'est l'importance de la régularité. On l'a vu avec les AVK, un régime alimentaire stable, cohérent, est bien plus important que d'essayer d'éliminer tel ou tel aliment. La stabilité protège. Le deuxième point, c'est le danger de l'automédication, qui s'étend bien au-delà des médicaments et qui inclut tout l'univers des compléments, même ceux qui semblent les plus naturels. Absolument. Et ça mène au troisième point qui est sans doute le plus crucial, la communication. Il faut systématiquement tout dire à son médecin, à son pharmacien. Tout, c'est-à-dire? Tout. Pas juste les médicaments sur ordonnance. Les compléments, les vitamines, les plantes et même les habitudes alimentaires. Je bois 2 litres de thé vert par jour. Je prends un jus de pamplemousse tous les matins. Pour eux, c'est une information vitale. C'est le seul moyen d'avoir la vue d'ensemble et d'assurer la sécurité. C'est essentiel, oui. Le message de fond de toutes ces sources, ce n'est pas de créer de la peur. C'est de favoriser une prise de conscience. Comprendre ces mécanismes, ça nous transforme de patients passifs en... En partenaire actif de notre traitement. On pose les bonnes questions. On pose les bonnes questions et on comprend mieux les réponses. Et pour finir, une dernière pensée à méditer. Toutes nos sources mises ensemble, elles dessinent un portrait de notre vie moderne. D'un côté, on dépend de plus en plus de médicaments pour les maladies chroniques. De l'autre, on se tourne massivement vers les compléments pour pallier certains manques. La frontière entre l'aliment, le complément et le médicament devient de plus en plus floue. Oui, c'est une très bonne synthèse. La question qui se pose, c'est comment notre approche personnelle de la santé doit-elle évoluer pour intégrer cette complexité au quotidien? Bien au-delà de la simple lecture, souvent trop rapide, de la notice d'un médicament.